Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il est l'heure, nous sommes installés et la télé est à nous. Alors ce matin, nous parlerons de comment gérer sa grossesse avec Jeannette pour coller à l'actualité de la journée mondiale des sages-femmes. L'importance de la lecture pour nos tout-petits. Nous évoquons le sujet bien sûr avec Astan et son invité. Et enfin, Natou vient nous parler de bijoux et de leurs multiples fonctions. À nous la télé, chers téléspectateurs, c'est tout de suite. Allô la télé. Les enfants d'aujourd'hui ont tous un point commun qui est leur activité favorite, l'Internet, les jeux de société, etc. Pourtant, il existe une meilleure distraction qui reste indispensable pour leur développement personnel. Je veux parler cette fois-ci de la lecture. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, Astan, en présence de son invité, nous parle de ce sujet. Bonjour à vous. Bonjour Marie. Ça va, Astan? Ça va bien, merci. Le réveil pas trop dur? Non, ça va. Bonjour monsieur. Bonjour Marie. Alors vous êtes monsieur Seydou Traoré, Tout à fait. Professeur de français au lycée La Concorde. Oui, madame. Bienvenue sur le plateau de Maïcha TV. Merci bien, madame. Voilà, Astan, ton invité est à toi. Merci Marie. Bonjour chers téléspectateurs. La lecture nourrit l'âme. Cette fameuse citation de Voltaire est encore aujourd'hui d'actualité où la télévision et l'Internet ont pris le pas sur ces divertissements datant. Je veux bien sûr parler de la lecture. Face à l'évolution des nouvelles technologies, nos tout petits ont tendance aujourd'hui à mettre cette fameuse distraction de côté au profit d'autres. Et pourtant, la lecture est un passe-temps agréable, complet surtout, car c'est non seulement un moyen de distraction, mais en plus d'apprentissage. Pour en parler ce matin, je me tourne vers Monsieur Traoré Seydou, professeur au lycée La Concorde. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour, Astan. Alors, la lecture est pratiquée par peu d'enfants de nos jours, nous constatons, et pourtant, elle a beaucoup de bienfaits. Pouvez-vous nous en parler? Tout à fait. La lecture a beaucoup d'avantages sur l'enfant. Et d'abord, avant de prendre la parole, je profite de l'occasion pour saluer toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Maïcha. Pour revenir à la question, on va dire l'importance de la lecture sur l'enfant est que la lecture, quand un enfant lit, il va découvrir des orthographes, des nouveaux mots, et il peut en même temps connaître l'emploi de ces mots-là dans la phrase, ainsi de suite. Et la lecture, son importance ne se limite pas seulement à ça. Quand un enfant lit, il peut aussi bien apprendre ses leçons, parce que la lecture, elle exige aussi un apprentissage. Il y a des points, il y a la virgule, il y a des points virgule, il y a les points d'interrogation, points d'exclamation, tout à fait, points d'exclamation, ainsi de suite. Tout à fait. Et à travers les livres, on peut découvrir, ça permet de se cultiver. Oui. Et aussi, et très généralement, on remarque que les enfants qui lisent beaucoup sont ceux qui sortent du lot, c'est-à-dire réussissent mieux à l'école. Oui, oui, pour étayer ce que vous venez de dire, je vais m'hasarder peut-être, si vous me permettez l'expression. La lecture, elle favorise, on n'a pas fait beaucoup de contacts là-dessus, mais la lecture, elle favorise l'insertion sociale de l'enfant. Puisque l'enfant, quand il arrive à lire en classe, que ce soit en classe ou à la maison, il a un vernis de confiance. Ce vernis de confiance va faire de telle sorte qu'il peut approcher ses camarades dans le milieu social, n'importe où, il peut approcher ses camarades sans... Il devient plus sociable. Il devient plus sociable, tout à fait. De nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui ne lisent pas, ou presque peu. Comment favoriser cependant le goût de la lecture aux enfants? Pour favoriser le goût de la lecture sur l'enfant, on a d'énormes opportunités. Par exemple, les fêtes de fin d'année, on peut amener les cadeaux de fin d'année avec des livres, entre guillemets, des livres d'enfants, des livres, des documents pédagogiques. Les fêtes d'anniversaire, on peut offrir à son enfant un cadeau, un bouquin, un cadeau, même si ce n'est pas uniquement
qu'un livre, on peut amener un cadeau. En plus de ce cadeau, c'est En quelque sorte pour le motiver. Pour le motiver. Ajouter un bouquin au cadeau pour motiver l'enfant à la lecture. Ou même tout simplement quand l'enfant a été gentil, sage, ou à chaque fois qu'il se comporte bien, à chaque fois qu'il respecte quelques consignes à la lettre, profiter de l'occasion pour lui offrir un bouquin. Et ce n'est pas tout. Il faut ouvrir la question de la lecture, amener la question de la lecture à un niveau plus populaire. C'est-à-dire que l'enfant ne se dit pas que c'est moi seulement qui est appelé à lire. On a vu cette expérience ici au Mali. Les anciens élèves de l'ENSUP, l'école normale supérieure, quand ils ont fini, ils ont vu que la lecture a beaucoup d'impact sur l'enfant. Et ils ont initié un concours à l'issue duquel certains enfants ont été primés. Ce même cas a été vu en Côte d'Ivoire. J'ai vu un reportage là-dessus. Il y a une bibliothèque ambulante. Cette bibliothèque-là, elle passe de ville en ville pour initier les enfants à la lecture, leur donner le goût, ainsi de suite. Justement, pour vous appuyer, Monsieur Traoré, chers téléspectateurs, voici l'exemple de la Côte d'Ivoire. Suivons ensemble. Permettre aux jeunes Ivoiriens d'aimer la lecture, c'est la vision de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Elle donne la possibilité aux enfants scolarisés de se familiariser avec les livres grâce à Fondation Children of Africa qui a mis à la disposition du pays 2 bibliobus. L'un à Abidjan au service des enfants des communes du district d'Abidjan et l'autre à l'intérieur du pays. Celui des villes de l'intérieur a passé 4 mois à Bouaké. Durant cette période, il a donné le goût de la lecture à plus de 20 000 enfants. La présence du bibliobus nous a rapporté beaucoup de choses. Elle nous a montré l'importance de la lecture, comment il est important de lire. Et grâce à ces informations, nous nous intéressons plus aux livres. L'objectif, c'est ce que les enfants retiennent après le départ du bus. Pour montrer aux enfants l'importance du livre. Le livre est une torche, comme on l'a dit tout à l'heure. Le livre est un pont, le livre est une canne. Donc ces 3 éléments, les enfants doivent pouvoir retenir ça. Donc je pense que notre objectif est atteint. On a au moins plus d'une centaine d'enfants par jour. On peut rester 2-3 jours dans un établissement, quelquefois une semaine. L'inspection primaire Air France a enregistré le plus fort taux d'enfants lecteurs. La motivation des enfants d'Air France à s'adonner à la lecture a été saluée par la Fondation Children of Africa avec un don de plusieurs lots de livres à leur IEP. La présence du bibliobus a permis à nos enfants, surtout pour ce trimestre qui vient de s'achever, d'avoir de très bonnes moyennes. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa s'apprête à mettre son moteur en marche pour mettre le cap sur Korogo. Voilà donc, Monsieur Traoré, nous avons suivi le reportage ensemble et nous avons pu y comprendre que le livre peut être une torche pour éclairer l'enfant, un pont pour l'aider à passer et même une canne pour l'accompagner. C'est-à-dire, on a besoin de cette lecture-là de la naissance et pour toujours, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous de ce reportage-là? Je pense que des initiatives de ce genre, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. C'est un cas de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire se limite à cet exemple, à ce seul exemple. Il faut qu'elle le multiplie et de telle sorte que d'autres pays de la sous-région puissent aussi emboîter les pas. Même si ce n'est pas de la même manière, on peut se communiquer et prendre l'exemple chez l'autre. Voilà. Voilà, c'est le cas également au Bénin. Il y a plusieurs initiatives dans ce cadre. Au Bénin aussi, il y a cet exemple, comme la Côte d'Ivoire. Et donc, si... la bibliothèque ambulante. Voilà. Si tous les États pouvaient faire ainsi, ça allait mieux encourager. Alors, quand on voit que l'enfant, on lui fait la lecture avant même sa naissance, il naît, il aime la lecture, il aime qu'on le lui fasse et il apprend à lire. Alors, un petit enfant qui est en maternelle ou qui est en CP, par exemple, qui apprend à lire, quel genre de lecture peut-on donner à cet enfant-là? Est-ce qu'on peut lui mettre n'importe quel livre dans les mains? Il ne faut jamais mettre de n'importe quoi dans la main de l'enfant en guise de lecture.
nous, bon, les pédagogues de l'enseignement souhaitent qu'il faut mettre à la disposition de l'enfant les documents qui ont un rapport avec son âge. Et avant cela même, avec son programme. Avec son programme, c'est ce qui est conseillé. Et ce qu'il ne faut jamais mettre à la disposition de l'enfant en guise de la lecture, c'est des documents qui dépassent son niveau, son entendement propre. Et ensuite, des documents qui peuvent jouer psychologiquement, qui peuvent jouer sur sa psychologie d'enfant. Et sans compter qu'il y a des journaux tels que des journaux entre griffes, des journaux pornographiques qu'il ne faut jamais mettre dans les mains de l'enfant. Exactement. Alors juste pour finir, Monsieur Traoré, quel conseil donnez-vous aux parents par rapport à la lecture et par rapport à leurs enfants? Alors ce que j'ai à dire aux parents d'élèves et aux proches, c'est de faire de telle sorte que la lecture puisse devenir un apprentissage. Parce qu'on a constaté que la lecture n'est pas un apprentissage. Les parents, lorsque vos enfants viennent avec leur bulletin, ils vous montrent en dictée 9 sur 10, en question 9 sur 10 ou bien 10 sur 10, histoire jour, c'est le plafond. En lecture, s'il a 5 ou 6, vous n'allez rien dire. Et vous-même, lorsque vous dites à votre enfant à la maison d'aller lire, d'aller apprendre, c'est ça. Vous allez lui instruire d'aller lire, d'aller apprendre, je veux dire. Rares sont les parents d'élèves qui disent à la maison, va lire. Et l'enfant lui-même, il va penser que la lecture, c'est du temps inutile. C'est du temps inutile. Et en même temps, ce que je tiens à dire aux parents d'élèves, c'est de ne jamais laisser l'enfant aux seules mains de son encadreur. C'est-à-dire celui-là qui lui donne des cours privés à domicile ou bien son maître d'école. Vous voyez. Il faut partager la lecture avec l'enfant pour qu'il y prenne goût et que vraiment qu'il le fasse de manière très naturelle. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de À nous la télé. Merci. Alors j'espère que les enfants suivront votre conseil et qu'ils liront énormément parce qu'il n'y a que cela pour faire avancer et surtout comprendre la vie de par la lecture. Merci beaucoup Monsieur Traoré. À très bientôt. Merci. Au revoir. À nous la télé. Une femme enceinte a un code de conduite à observer pour mener à bien sa grossesse. Jeannette, bien sûr, et son invitée nous amènent dans les coulisses du désir de grossesse jusqu'à la naissance de bébé. Alors, bonjour Jeannette. Bonjour Marie. Ça va? Oui, ça va. Le réveil n'a pas été trop dur? Non, pas du tout. Super. Je me suis réveillée en Jackson 5 ce matin. N'est-ce pas, Jackson 5, hein? Ok. Super. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est madame Boiré Zainabou Aïdara. Oui. Vous êtes sage-femme d'État au centre de santé de référence de la commune 6. Oui. Alors vous êtes l'invitée de Maïcha TV aujourd'hui dans l'émission À nous la télé. Et je vais vous laisser avec Jeannette nous parler vraiment de la grossesse et de tout ce que ça comporte. Oui Marie. Bonjour chers téléspectateurs. Merci. Il est dit que le désir d'une progéniture est souvent un projet important. Derrière ce désir d'enfant se cache motivation inconsciente, proche à chacune des femmes qui les manifestent. Alors, mais le désir de la naissance du bébé, le parcours est très long. Entre les nausées, l'appétit vorace, la prise de poids, les malaises, l'excitation extrême ou l'apathie totale. L'angoisse ou le lot de contrariété ont fini par les désirs, par les séries d'interrogations. Des fois, on se pose la question, comment ça va se passer, dans quelles conditions cela va se passer. Donc, c'est toutes ces questions-là que les femmes se posent, les femmes enceintes se posent souvent et ça les angoisse très bien. Et voilà qui confirme que le fait qu'une femme enceinte a souvent peur de l'inconnu, surtout si c'est la première grossesse. Peur de la douleur de l'accouchement, comme je viens de dire, des symptômes, peur du changement physique. Aussi, et d'être une mauvaise maman. Alors, dans ces moments, dites-vous, chère maman, que vous n'êtes pas la seule. Vous voulez simplement montrer la preuve que vous n'êtes pas une mauvaise mère, mais une très bonne mère. Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, vous l'avez constaté, on a Mme Zainab Aïdara. Alors, Mme Zainab Aïdara, on dit souvent que la grossesse n'est pas une maladie. Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes qui sont enceintes aujourd'hui et qui se sentent souvent malades?
Ok, merci Jeannette. Je remercie d'abord Maïcha Télé et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour être votre invitée. Ok, merci. Donc, on dit souvent, comme vous l'avez dit, que la grossesse est différente de la maladie. C'est vrai, on le dit parce que la grossesse n'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Pourquoi? C'est pas une maladie parce que c'est un événement heureux, tout d'abord, qui s'annonce au sein du couple, mais qui peut être précédé de certains changements physiologiques que peuvent subir le corps de la femme. Mais souvent, la femme, dès le premier mois, tombe malade aussi. Donc, comment l'expliquer? Comme je viens de le dire, c'est pas une maladie. Pas une maladie. Oui, c'est pas tout à fait une maladie. Des fois, il y a des symptômes. Des fois, la femme a tout le temps quelque chose. Elle a l'impression voilà, c'est ça. Ce sont des troubles physiologiques qu'on peut rencontrer au début de la grossesse, c'est-à-dire au premier trimestre, qu'on appelle les signes sympathiques de la grossesse. Mais ces signes peuvent se compliquer souvent ou s'exagérer souvent. C'est là qu'il y a les problèmes et les femmes consultent pour ça. Et il y a la prise en charge. Alors, est-ce qu'il faut un régime particulier quand on est en état de grossesse? Oui, parce que quand on est enceinte, la femme a besoin de beaucoup de choses, notamment du fer. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en fer, mais vu notre alimentation, ici, souvent en Afrique, le fer manque souvent. Donc c'est pour cela qu'on prescrit des fers en comprimé souvent pour faire le complément. Sinon, il y a des aliments très riches en fer, comme par exemple les légumes, les betteraves par exemple. Ensuite, les viscères, le foie et toutes les autres viscères. Les fruits aussi sont très bénéfiques. Cela veut dire que si vous suivez un régime à base de fer en comprimé, vous pouvez ne pas manger par exemple les légumes ou bien le contraire. Non, ça se complète. Comme je l'ai dit, c'est un complément. C'est important à savoir. Voilà, donc il faut associer, il faut bien manger et aussi prendre les comprimés régulièrement qu'on les prescrit. Oui. Alors, Madame Aïdara, on dit souvent que les femmes enceintes ne doivent pas faire de travaux ménagers trop difficiles. Trop difficiles, voilà, le mot ne venait pas. Trop pénibles. Est-ce vrai? Et qu'est-ce qu'elles doivent faire maintenant comme travaux ménagers ou quelque chose? Oui, c'est réel, parce qu'une femme enceinte, vu son état, ne doit pas faire des travaux pénibles. Des travaux pénibles, à type, par exemple, cultiver les champs, piler le mil tout le temps, porter de gros fardeaux, parce que ça peut nuire à elle et aussi à son bébé. Donc, les travaux que peut faire une femme enceinte, c'est limite aux travaux ménagers, les petits travaux ménagers, les petits travaux domestiques, et non porter les lourds fardeaux. Mais on voit souvent nos sœurs, quand elles sont enceintes, elles sont paresseuses. Il y a certaines qui sont tout le temps assises ou couchées et tout les trouve à leur place. Et ça, je pense ça que ce n'est pas bon. Oui. Voilà. Donc, oui. Alors moi, je voulais lui demander quand est-ce que surviennent les complications et comment est-ce qu'on peut faire pour prendre les dispositions qu'il faut pour éviter ça, quoi. Voilà, merci pour la question. Mais les complications pendant la grossesse peuvent survenir à n'importe quel moment de la grossesse. Donc, il faut s'attendre aux complications à tout moment. Et pour éviter ça, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous l'avez dit, c'est que la femme doit faire de l'hôpital son ami, quoi. Le centre de santé son ami. Dès qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, il faut qu'elle soit à chaque fois à l'hôpital. Donc, qu'elle respecte aussi le déroulement du calendrier de consultation prénatale. Mais quelle est la fréquence de ce calendrier, de ce déroulement, de ces consultations? Oui, la fréquence des consultations prénatales est un minimum de 4 consultations prénatales pendant une grossesse. Et comment ça doit se dérouler? Il y a une première consultation qui doit se faire au premier trimestre de la grossesse. Ça, c'est pour situer, d'abord confirmer la grossesse et situer la grossesse si c'est dans l'utérus ou si c'est hors de l'utérus. Donc, une deuxième consultation prénatale, ça doit se faire au deuxième trimestre de la grossesse, c'est-à-dire de 4 mois jusqu'à 4, 5, 6 mois. Donc, une deuxième consultation doit se faire à cette... à ce deuxième trimestre, voilà. La grossesse, ça c'est pour voir l'évolution, la morphologie du fœtus. Et ensuite, une troisième consultation au troisième trimestre de la grossesse.
et une dernière consultation au 9e mois de la grossesse, c'est-à-dire le dernier mois de la grossesse. Ça, c'est pour voir le pronostic de l'accouchement. Parce qu'on doit examiner son bassin, voir comment l'accouchement va se dérouler. Mais globalement, à quoi se résument les conseils qu'on donne à une femme enceinte? Il y a beaucoup de conseils à donner à une femme enceinte. Les conseils ne doivent pas manquer. À chaque fois qu'elle se rend dans une structure sanitaire, il y a d'autres conseils. Davantage, on ajoute des conseils. Donc, ces conseils ne sont entre autres. D'abord, je viens de le dire, c'est de respecter toujours le calendrier de déroulement de ces consultations prénatales. Ça, c'est tout d'abord. Parce que si elle respecte ça, nous-mêmes, on l'oriente. Bien sûr. À travers ces consultations prénatales. C'est de faire correctement ces examens complémentaires, c'est-à-dire les analyses qu'on donne aux femmes enceintes. C'est de prendre régulièrement le fer qu'on lui donne. C'est de prendre régulièrement la SP, la sulfadoxine, le pyrimétamine qu'on lui donne. Ça, c'est pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte. Et aussi, elle doit dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides et à toute saison. Parce qu'en Afrique, ici, on voit que le palu fait des dégâts, surtout chez les femmes enceintes. Le palu est très grave chez les femmes enceintes. Ensuite, c'est de respecter la vaccination qu'on lui fait. La vaccination, c'est contre le tétanos. Le tétanos, voilà, donc la femme doit faire ça. Donc ça, c'est entre autres ça, quoi, c'est de respecter. En fait, vous guidez la femme depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Est-ce que cela se passe la même manière qu'avec une femme qui a sa première grossesse? Parce qu'en général, ça ne se passe pas de la même façon. Une femme qui a déjà fait des enfants a plus d'expérience que celle qui n'en a pas encore fait. Donc, est-ce que ce sont les mêmes déroulements, les mêmes conseils? Quels conseils avez-vous à donner à ces femmes-là qui sont à leur primaire? Oui, c'est les mêmes questions, c'est les mêmes conseils, disons, mais pour les primigestes, on les appelle comme ça, celles qui sont à leur première grossesse, parce qu'elles n'ont pas d'expérience là-dedans, donc on doit les aider davantage, on doit les informer davantage, les éduquer, et afin que la grossesse puisse se dérouler normalement. Donc il faut d'abord qu'elle soit à l'hôpital à temps. Voilà. Mais on remarque souvent aussi que les femmes enceintes sont tout le temps nerveuses, elles sont toujours à bout de nerfs ou bien tout le temps. Cela est dû à quoi? Oui, cela est dû à autre chose que les changements. Oui, c'est les changements qui surviennent au corps de la femme quand elle est enceinte. Voilà, c'est sous l'effet de ses hormones. Et ensuite, vu le fardeau que la femme enceinte porte, puis le changement du corps, le stress, donc c'est pas étonnant de voir ça. Et c'est très normal. Mais nous, en tant que sage-femme, notre rôle, c'est de les aider à supporter, les encadrer. Alors, on raconte une autre histoire. Voilà, justement, pour venir à ce fait, Madame Boiré, alors, hier, c'était la journée mondiale des sages-femmes. Et c'est pourquoi nous avons voulu coller à l'actualité pour vraiment parler de ce sujet-là. Quel conseil donnez-vous aux sages-femmes? Parce qu'on a eu des documentaires où vraiment des gens se sont plaints de l'accueil des sages-femmes, du comportement des sages-femmes par rapport aux femmes qui venaient accoucher ou même qui étaient enceintes. Quel conseil donnez-vous à ces sages-femmes-là qui font le même métier que vous et qui ont même, je peux dire, prêté serment? C'est une réalité qui se raconte chaque jour, mais j'avoue que ce n'est pas une réalité partout, on le dit quand même, mais au jour d'aujourd'hui, je crois que ça va. S'il est vrai qu'on fait un métier par conviction et que l'on aime son métier, donc on doit éviter vraiment de faire certains trucs, d'aller à l'encontre qui peuvent aller à l'encontre des femmes, qui peuvent les gêner, ou d'adopter tout autre comportement qui peut nuire à la femme. Donc, ces femmes n'ont Dieu que sur nous, les sages-femmes. Donc, c'est à nous maintenant de les accepter en tant que telles parce qu'elles viennent avec des problèmes et elles cherchent des solutions. Et on sait que qui a des problèmes est nerveux, vraiment. Donc, surtout la grossesse, surtout pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant ou une qui en a des complications, en général, elle reporte ses nerfs sur la sage-femme parce que c'est la personne qu'elle voit en face d'elle. Voilà, donc c'est ce qu'elles font souvent aussi. Mais on doit les comprendre. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Madame Boiré Zainab. Alors maintenant, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Que ressentez-vous en tant que femme? Et vous venez à Maïcha TV, qui est la télévision des femmes. Et là, dans ce studio, en face de Jeannette et de moi.
Que ressentez-vous aujourd'hui? Je ne peux ressentir que la joie, parce que c'est ce que je viens de dire. Je crois que c'est un message, que c'est un apport aux femmes et aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Donc, je crois qu'ils peuvent tirer bénéfice de ce qu'on vient de dire tout de suite. Bien sûr. Donc, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup, Madame Boiré Zainab Aïdara. Alors, les femmes, elles peuvent faire des enfants et venir vous voir, hein? Tomber enceinte, tomber enceinte. Il n'y a pas de problème, on est là pour les femmes. Voilà, merci beaucoup, donc, Madame Boiré Zainab. À très bientôt. Merci. Merci. Une femme ne portant pas la moindre parure, impensable. En effet, c'est un peu la même histoire que celle des chaussures. Elle doit les avoir et doit en porter systématiquement. Alors, c'est un élément, bien sûr, incontournable dans l'appareillage des femmes. Et donc, aujourd'hui, Nato nous parle des bijoux et de leurs multiples fonctions. N'est-ce pas, Nato? Bien sûr, Marie. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors, que serait la femme sans une belle coiffure et bien sûr ses bijoux? Sa toilette serait incomplète car le bijou, tout comme le vêtement, contribue à façonner l'apparence des femmes, mais aussi des hommes. Les bijoux, ils peuvent être en argent, en or, en diamant, en perles, en tissu même. Et ils sont déclinés en boucles d'oreilles, en bagues, en boutons de manchette, en bracelets, etc. Et en avoir autant que possible, c'est l'essentiel. Le phénomène est facilement explicable car à chaque tenue, il faut le bijou assorti. Nous avons, nous les femmes, un certain nombre de vêtements dans notre garde-robe ou penderie pour lesquels il nous faut donc un assortiment, comme le bijou adéquat qui se marie le mieux avec la tenue. Le bijou est particulièrement tendance chez les femmes. Autre comme 3 pommes, la petite fille porte déjà les bijoux de sa maman ou encore veut se mettre des boucles d'oreilles ou encore des élastiques colorés dans les cheveux. Et d'ailleurs, c'est tout à son honneur. Outre son usage décoratif, le bijou a aussi de multiples fonctions ou rôles. Ces fonctions sont très variables selon les époques et les cultures, mais aussi selon les croyances ou perceptions propres aux porteurs. Il est néanmoins possible de distinguer quelques fonctions spécifiques. Tout d'abord, nous avons les fonctions sociales. Autant chez les hommes que chez les femmes, ils prouvent le statut social du porteur, comme les alliances par exemple, ou encore l'anneau de pêcheur porté par les papes. Ensuite, nous avons des fonctions identitaires. Là, ils signent l'appartenance du porteur à un groupe spécifique, que ce soit ethnique, professionnel, politique, religieux, pour ne citer que cela. Alors, ils ont également une fonction magico-religieuse, un peu comme en Afrique et en Asie. Ce sont des gris-gris, des talismans, objets thérapeutiques qui protègent leurs porteurs ou parfois même les soignent. Ensuite, nous avons les fonctions utilitaires du bijou. Il joue un rôle utilitaire dans le quotidien du porteur. Sous cette fonction peuvent se grouper des objets aussi multiples que les épingles à cheveux, les attaches de cape, les ceintures, les boutons de manchette et beaucoup d'autres articles. Et je m'en tiens à ces quelques fonctions. Alors, si je comprends bien, même les gris-gris donc, sont considérés comme des bijoux. Oui, c'est des bijoux, mais okay. Il y a des gris-gris faits avec des coris, par exemple, des dents d'éléphant ou des dents de lion. Tout ça, c'est des bijoux. Il y a les gens qui les mettent constamment. Mais moi, je verrais mal, pas du tout joli, une femme sans bijoux. Bien sûr. Quand même, pour faire sortir la beauté de votre habillement, il faut vraiment une belle parure, par exemple. Et ce qui est bien avec les bijoux, on peut s'habiller de manière très 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 simple et mettre des beaux bijoux qui font ressortir, la beauté de la tenue. Comme tu nous as fait aujourd'hui avec cette superbe coiffure. Alors juste pour rappeler que Nato a changé de look. Nato a changé de look parce que vraiment tout le monde a parlé et elle a posé la petite tête qui aujourd'hui est magnifique sur elle. En tout cas félicitations et ça va de pair avec tes bijoux. Hein. Et donc aujourd'hui tu es splendide. Merci. Alors pour revenir aux bijoux. Alors en gros, Marie, le bijou est
est apparu à partir du moment où l'homme a manifesté d'autres intérêts ou disons d'autres préoccupations que celles qui concernent sa simple survie. En Égypte antique, par exemple, la bijouterie était déjà un art et les peuples précolombiens étaient eux aussi très attachés aux bijoux en or. On peut penser que dès ses premières utilisations, le bijou a servi à afficher son apparence à un groupe, à une communauté dans laquelle on se fond au point de porter des parures similaires. De siècle en siècle, de génération en génération, de migration en migration, le bijou a évolué en fonction des sociétés dans lesquelles il est utilisé. Cette évolution s'est faite selon des critères bien précis et selon les codes esthétiques inhérents à chaque époque et à chaque peuple. Le bijou qui jusque-là avait toujours été considéré comme un objet réservé aux personnes opulentes, les personnes, un objet très luxueux utilisé par une certaine catégorie de personnes exactement, c'est désormais peu à peu démocratisé. Et les femmes ont alors pu s'approprier le bijou en tant qu'objet de mode ou simple accessoire de beauté, de plus en plus stylisé, notamment grâce à l'influence de la mode, bien sûr, et de l'art. Alors, pour parler de bijoux, voilà un bijou en perles. Voilà. Joli. Alors, tu en dis quoi? Avec beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Ça s'accorde avec le haut qui est très simple, qui a une couleur unique et alors ça donne une touche originale, joviale. Donc, voilà l'importance du bijou. Merci beaucoup, Natou. Donc, c'était la chronique de Natou pour les bijoux et leurs multiples fonctions. Alors, chers amis, juste pour vous dire que tout ce que vous pouvez porter en plus de votre naturel devient un bijou sur vous. Et donc, essayez de le faire de manière gaie, jolie, histoire vraiment de rehausser un peu la beauté naturelle de la personne. Aussi. Et harmoniser, bien sûr. Et harmoniser, bien sûr. Aujourd'hui, elle est Jackson 5. Voilà. Et puis elle dit yes. Come on. Merci beaucoup, Natou. Merci. Allons la télé. Dans le sujet du jour, toujours pour coller à l'actualité de la journée mondiale des sages-femmes, nous vous proposons, chers téléspectateurs, un reportage qui nous parle de planning familial. Suivons ensemble. Cette dame du nord de Djeneba est à son 10e geste. 10 accouchements qui ne sont pas sans incidence sur sa santé. La fréquence des grossesses, le nombre d'enfants ont fini par avoir raison d'elle. Elle désire la ligature. C'est là, on va faire conseiller. Elle dit que le mari est d'accord, mais le mari n'est pas sur place. Il y a une fiche de consentement à remplir pour celle qui désire la ligature, puisque c'est irréversible, on ne peut pas revenir là-dessus. Elle veut enlever elle est 10e part. Elle veut arrêter définitivement. Elle a fait 10 ans. Oui. D'Angel Balolembe. Si vivant. Ni ba ke joli. Espacer les grossesses ou les naissances constitue encore de nos jours un problème en Afrique. Les femmes font jusqu'aux dizaines ou des dizaines d'enfants en l'espace de 13 ans. La planification familiale constitue un enjeu majeur de notre temps. Des temps économiquement difficiles et qui donnent du fil à retordre à tous les parents dans l'éducation de leurs enfants. Pouvoir aux 5 besoins fondamentaux de sa progéniture relève d'une gageure. En venir à une fratrie devient titanesque, d'où le contrôle et la planification des naissances. Le danger pour la femme elle-même, je prends par étapes, par exemple, je vous donne un exemple, une dame qui a fait beaucoup de maternité. L'utérus n'est plus disposé à faire d'autres grossesses sans problème. Donc c'est un premier risque que la femme court. Elle peut courir le risque de rupture utérine au cours d'autres grossesses. Elle-même, elle s'affaiblit. Et les enfants, elle ne peut plus s'occuper du nombre d'enfants déjà qu'elle a sur les bras.
Cependant, réduire le planning familial aux couples ou aux femmes mariées serait une erreur. Il peut être utile aux jeunes adolescents en ce sens que le planning aide à prévenir les grossesses précoces par exemple et bien d'autres erreurs de jeunesse. À l'intention des jeunes filles, ça va éviter les grossesses indésirées, diminuer le risque d'avortement clandestin et puis les cas d'abandon d'enfants ou bien d'infanticide. Le taux de prévalence dans nombre de pays africains fluctue s'il n'est pas en baisse et beaucoup s'accordent à l'imputer aux hommes. On dit souvent dans les milieux que c'est Dieu qui nourrit et que les enfants là, il faut les produire et que c'est Dieu qui va les nourrir. Et pourtant, il y en a qui approuvent ou qui soutiennent la planification familiale. La planification familiale est surtout bien pour la famille, étant donné que ça permet de contrôler le nombre d'enfants que la famille peut avoir. Parce que, ouais. Dans un autre sens, quand même, ça permet de limiter quand même les naissances. Donc dans ce sens, c'est bon. En somme, planifier les grossesses et les naissances revient à mieux gérer la vie du couple et la santé de la mère. C'est aussi un moyen de réduction de la poussée démographique, la mortalité infantile et les infanticides. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous l'avons vu ensemble. Alors, pour éviter les infanticides, les grossesses précoces et non désirées et surtout gérer les grossesses, il faut vraiment avoir recours au planning familial. Alors, on a tout, tu as vu le reportage comme moi. Tu en penses quoi? J'en pense que jusqu'aujourd'hui, je dirais que c'est les hommes en fait qui sont contre ces pratiques-là, contre le planning familial. Comme l'autre, il a dit, en religion, on dit que c'est Dieu qui donne les enfants et donc on n'a pas le droit de les empêcher de venir. Mais comme quoi, regardez la femme qui a 34 ans, à peine 34 ans, elle a 10 enfants. Oui, c'est extraordinaire. Ça se voit, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Et c'est sûr qu'ils n'ont même pas de quoi nourrir tous ces enfants-là. Et quand on n'a pas les moyens, au lieu de tout le temps produire, il faut limiter les naissances. Le planning familial vient à cette importance-là. Et aussi, comme ils l'ont dit, pour les jeunes filles. Les jeunes filles. Là, on se pose la question. Pousser les jeunes filles à utiliser des contraceptifs, c'est peut-être les libérer, les rendre libres de faire tout ce qu'elles veulent. En même temps, si elles ne se planifient pas, elles peuvent aussi, comme il a dit, avoir des avortements, infanticides, abandon d'enfants. Du coup, la polémique, le problème est quand même, c'est réel, et on ne sait pas quoi faire. Merci beaucoup, Nato. Alors, Jeannette, tout à l'heure, dans le reportage, elle a même cité que c'est les hommes souvent qui disent que Dieu nourrit. Est-ce que tu ne penses pas que c'est révolu avec cette conjoncture actuelle de dire que Dieu nourrit chaque être qui vient? Voilà, Marie, vraiment ce qu'elle a dit, c'est vrai. Les hommes ont tendance à dire toujours cela, surtout dans la campagne. Pas dans la grande, partout même. Mais est-ce que c'est pas révolu maintenant avec cette conjoncture? C'est révolu parce que je pense qu'un homme, quand tu aimes ta femme, vraiment, tu ne vas pas la mettre enceinte chaque année quand même. Vous devez faire un planning des enfants et tout. Parce que la santé de la femme va par-delà ses grossesses. Donc si l'homme et la femme s'entendent bien et accordent leur emploi du temps pour avoir des enfants. On voit même des hommes qui accompagnent leurs femmes dans les centres pour se faire planifier. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose aussi. Et les femmes aussi, il y a des femmes qui aiment enfanter aussi, ça c'est entre parenthèses. Il y a des femmes qui aiment tellement ça pour faire plaisir. Là, c'est un autre domaine. Quand elles ont des co-épouses qui ont des enfants, elles n'en ont pas beaucoup. Elles veulent rattraper leur co-épouse, donc c'est la course pour faire. Ou veulent avoir à tout prix un garçon, l'héritier de la famille, mais quand même, se mettre à mettre. Je pense que c'est une bonne chose, la planification familiale est une très bonne chose. Donc il faut inciter les femmes à se faire planifier, non seulement, ne serait-ce pour espacer les naissances. Et préserver sa propre santé. Et la sage-femme, elle a même dit que accumuler les naissances, ça détruit l'utérus. Merci beaucoup les filles. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour votre émission d'aujourd'hui. Le rendez-vous vous est donné pour demain à la même heure dans À nous la télé. Restez connectés sur Maïcha Télévision. Je vous donne l'adresse du site www.facebook.com/Maïcha Télévision. Voilà, vous pouvez y aller et découvrir tout ce qui se passe dans Maïcha Télévision. Merci d'être restés en notre compagnie. Restez pour la suite des programmes sur Maïcha et excellente journée.
Allo la tele. Allo la tele. Allo la tele.